Alors, j'ai fait plusieurs recherches d'emploi, puisque j'en suis à ma 6e entreprise, enfin entreprise universitaire en études. En tout cas, je suis à mon 6e emploi, à mon 3e métier. Et donc là, depuis 8 ans, je suis directeur de la pays du groupe Total. Et donc la recherche d'emploi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué abondamment. Et au cours des recherches d'emploi de mes premiers jobs, j'ai découvert la démarche réseau qui m'a profondément marqué, déjà parce que ça a marché, et ensuite parce que je me suis rendu compte, j'ai appris que l'utilisation des réseaux permettait non seulement de trouver un job, mais de vivre votre carrière, vivre votre vie, vivre vos projets et plein d'autres choses. Donc la présentation que je vais vous faire est beaucoup plus large que la simple recherche d'emploi, même si vers la fin, je referai un focus. Pourquoi vers la fin? Parce que pour savoir comment servir les réseaux pour trouver un job, il faut déjà savoir ce que c'est un réseau. Donc évidemment, je vais commencer par quelque chose de beaucoup plus large. Oui? S'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre. Alors, il n'y aura pas beaucoup de texte sur mes slides, j'aime bien les images. Et il y a une autre chose aussi que j'aime bien, ce sont les dictons. Et je vais commencer par un dicton africain qui vient du peuple Peul, qui est ici, et qui dit: ce qui est plus fort que l'éléphant, c'est la brousse. Ça veut dire que quelle que soit la façon dont vous pensez être fort, quel que soit le fait que vous soyez fort, seul dans la brousse, vous n'en sortirez pas. Je ne suis pas en train de dire tout simplement le message habituel: quand on est plusieurs, on est plus fort. Non, c'est pire que ça. Si vous êtes seul, vous ne vous en sortirez pas. Donc ça, il faut bien que ce soit clair. Ça veut dire que vous allez devoir faire avec les gens, et faire avec les gens à travers vos réseaux. Votre futur dépend de vos réseaux. Et vous noterez que j'ai mis réseau au pluriel et que j'ai pris comme symbole un cube parce qu'il y a 6 faces, parce que vos réseaux sont multiples. Il y en a de tous les genres. On va essayer de regarder ça. Et puis on va regarder comment on évolue là-dedans, dans ce cube, dans cette vie, et comment on peut s'en servir, et en faisant un focus, bien sûr, à la fin, un focus tout à l'heure sur l'utilisation plus spécifique pour des projets, sachant que rechercher un emploi, c'est un projet à un instant donné. Je ne suis ni psychologue, ni je ne sais pas trop quoi, ethnologue, etc. Donc tout ce que je vais vous dire n'est que le fruit de mon expérience, et donc un autre locuteur vous dira des choses vraisemblablement différentes. Donc prenez ça tout simplement comme un témoignage de mon expérience, et pas comme des vérités, et je vais quand même essayer de vous dire des choses que j'ai apprises pendant ces quelques années. Ces réseaux, évidemment, certains existent déjà, il faudra apprendre à les identifier, à les servir, et d'autres seront à construire, notamment celui autour de vous-même qui vous servira à vos projets, dont celui de trouver un emploi. Qu'est-ce qu'un réseau? Évidemment, ça c'est la première question. Qu'est-ce qu'un réseau? Eh bien, un réseau, c'est, je ne parle de personne évidemment, c'est un ensemble de personnes qui ont quelque chose en commun. Ça peut être un intérêt financier pour une activité, une caractéristique, sortir de la même école, une histoire commune, on a fait notre service militaire ensemble, une idéologie, on est au même parti politique, une foi, ou un but, ce qui va d'ailleurs permettre de reboucler sur les projets. Alors un but qui peut être un but général et à long terme, ou un but à plus court terme, donc qu'on va appeler un projet. Quel que soit ce genre de choses, quel que soit ce qui est en commun, ça peut définir un réseau. Ça peut être un club de football, ça peut être les amis, le cercle des poètes disparus, ça peut être la CEPI, bien sûr, ou le Parti socialiste.
à la base qu'il y ait un groupement de personnes qui ont quelque chose en commun. Ça ne suffit pas à définir un réseau. Le fait qu'il y ait plein de gens qui ont fait le CEPI ne fait pas que ça forme un réseau. Ça ne suffit pas. Il y a un certain nombre de caractéristiques dans un réseau donné. Le lien entre les gens doit être le même. Ici, on est ensemble parce qu'on a fait le CEPI. Ça veut dire que si quelqu'un vient au motif qu'il a fait Polytechnique, bon, on est poli, on va le recevoir, mais il n'est pas dans le réseau. Par contre, les rôles sont différents. Il peut y avoir des rôles différents parce qu'il y a des gens qui sont plus anciens dans le réseau, qui ont une position particulière dans le réseau, ou alors qui ont une position dans le métier ou dans le lien qui est ici, qui est particulier, et qui fait que vous allez avoir une façon de regarder, d'aborder ou de récupérer de l'expérience de ces personnes qui va différer. Et une chose extrêmement importante à comprendre, qui va définir tout le mécanisme de fonctionnement dans les réseaux, c'est que les relations sont indirectes. On a tous fait le CEPI, mais on ne se connaît pas tous 2 années, personnellement. Ça veut dire que si je suis ici et que je veux atteindre cette personne, à supposer même que je sache qu'elle existe avec la caractéristique qui va me la faire choisir, il faut que je passe par une personne que je connais, qui va m'amener à une personne que je connais, etc. Et au niveau 1, 2, 3, 4, 5, au niveau 5 de connaissance, je vais atteindre ma personne. D'ailleurs, quand je vais commencer à le relier, au moment où je parle à cette première personne, je ne sais même pas forcément que celle-ci existe. Et c'est parce que celui-là me parle de celui-là, qui me parle de celui-là, qui me parle de celui-là, qui me parle de celui-là, que je sais que celui-là existe et qu'il a une caractéristique particulière au sein du réseau qui correspond à ce dont j'ai besoin ou envie, ou que moi j'ai une caractéristique dont il a besoin ou envie. Voilà, c'est très général, d'accord? Et on va voir après comment on va pouvoir appliquer ça. Le fait qu'il y ait une caractéristique en commun ne suffit pas à définir un réseau au sens où on l'entend, c'est-à-dire quelque chose qui peut servir à faire avancer un projet, une carrière ou quelque chose. On a une caractéristique commune ici. Ok. Maintenant, pour que ça marche, il faut une première chose. Il faut que ce réseau soit animé. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la caractéristique existe, il faut qu'en même temps, il existe des événements qui font en sorte que les gens aient l'occasion de se rencontrer, de se connaître, d'échanger, de repérer l'autre, de savoir qu'un tel a cette fameuse caractéristique que je cherche, ou qu'il sache que j'ai la caractéristique qu'il cherche. Ça peut être ce qu'on veut en fonction de la nature de la relation qu'il y a en commun entre les gens. Je pilote des avions, et bien de temps en temps on a des groupements, surtout autour de petits déjeuners, et puis chaque club organise un dimanche matin un petit déjeuner, et tous les clubs de la région viennent le dimanche matin dans ce club, et puis on échange, on prend le petit déj ensemble, et le dimanche d'après c'est tout. Cet événement existe, fait que les gens finissent par se connaître, et en discutant finissent par repérer les dites caractéristiques. C'est nous. D'accord? Eh bien, une association professionnelle, un groupement quelconque, eh bien, va organiser des conférences. C'est mieux quand il y a un cocktail derrière, parce qu'on peut vraiment se parler, alors qu'ici on ne peut pas trop se parler, et ce qui compte, évidemment, ce sont les échanges interpersonnels qui vont permettre d'en savoir plus sur les autres. Ça peut être du sport, collectif ou pas. Évidemment, quand on dit sport collectif, ça saute plus aux yeux que c'est quelque chose qui met les gens en relation. Mais encore une fois, quand je dis ça, attention, si vous venez à votre entraînement de sport le jeudi soir, vous allez dans le vestiaire, vous habillez, vous allez sur le terrain, tac, 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 vous tapez, vous sortez la douche et vous partez, vous avez fait du sport, vous n'êtes pas réseauté. On est bien d'accord.
Réseauter, ça veut dire, au sein de ce lien commun que j'ai avec les gens, je vais créer des liens particuliers avec des personnes qui vont mettre en avant, chez cette personne et chez moi, un certain nombre de caractéristiques qui vont nous servir ou pas dans le futur, ou ne serait-ce que servir à identifier d'autres personnes. Le mécanisme, vous voyez, se met en place comme ça. Le fait, alors ici, voilà, aller prendre un after-work tous les, on va dire jeudi, c'est déjà fait pour le volleyball, tous les mardis soirs, ou bien la confrérie des, je ne sais pas trop quoi, du Bordelais. Okay. Le fait qu'il y ait effectivement une animation crée quelque chose que j'appelle le panier, dans lequel vous allez exercer la fonction réseau. Ça veut dire, vous avez pour ça déjà 3 choses à faire. Voilà, 4, on va voir. La première, évidemment, il faut que vous ayez identifié le fait qu'il existe autour de vous un réseau. Le fameux cube à 6 faces, il faut que vous l'identifiez. Ces réseaux, qu'est-ce que c'est? Évidemment, la CEPI, ça peut être le réseau de vos collègues. C'est votre famille, votre club de sport. D'accord? Ce sont des réseaux, il y a des réseaux qui sont immédiatement identifiés par vous parce que leur fonction est d'être un réseau. La CEPI, c'est le cas, c'est une association professionnelle, vous l'avez dans votre tête immédiatement identifié comme un réseau, et donc vous allez trouver naturel de l'utiliser comme un réseau. Par contre, votre famille, vous ne l'avez jamais utilisé ou identifié comme un réseau. C'en est un, sous réserve de l'utiliser comme un réseau. Qu'est-ce que ça veut dire, utiliser comme un réseau? Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez identifié, il y a 2 choses que vous allez faire, évidemment. Vous allez l'utiliser, c'est-à-dire en retirer quelque chose. La première chose, évidemment, et celle sur laquelle vous allez vous focaliser dans un réseau, c'est la recherche d'informations. J'ai mis emploi entre parenthèses exprès pour que vous sachiez que si dans un réseau, vous allez voir quelqu'un en me disant « je cherche un emploi », c'est fin de la conversation. D'accord? C'est pas comme ça que ça marche. Donc on va chercher de l'information. Je reboucle avec la présentation précédente, parce que c'est bien de savoir mettre ces points forts en avant pour répondre à une offre. Encore faut-il qu'il y ait l'offre. S'il y a l'offre et que vous obtenez, un rendez-vous, grâce notamment au conseil d'Adrien, vous allez devoir continuer à les utiliser pour l'entretien d'embauche. Mais il n'y a pas forcément cette offre. Dans nos métiers, de moins en moins, et dans la pays, c'est une catastrophe. Je pense que si un job sur 10, c'est l'objet d'une annonce, c'est bien tout. Et donc, l'information, c'est quelque chose de clé. Pour savoir qu'il y a un job disponible, il faut que vous captiez l'information le plus tôt possible et que vous sachiez remonter vers la source de cette information, parce que quand une offre est publiée, ça devient un concours. Quand elle n'est pas publiée, c'est un examen. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors il y aura peut-être 2-3 candidats, parce qu'il y en a 2-3 qui auront l'info. Mais si vous avez l'info avant les autres, vous vous présentez, on valide le fait que vous allez bien pour le job, c'est un examen. Si 70 candidats ont répondu, c'est un concours. Je ferme la parenthèse, on y est bien. C'est de la formation aussi. Quand vous échangez avec les autres, vous apprenez des choses. C'est une formation au sens large du terme. J'ose espérer qu'à la fin des 2 heures, vous aurez appris 2-3 choses, donc vous êtes en formation. C'est aussi des services qu'on peut se rendre. Etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Ça dépend de ce dont vous avez besoin. Ça dépend si votre projet, c'est de retaper un vieux château, et bien vous allez avoir besoin de gens pour venir vous aider. Vous allez avoir besoin de gens qui vous fournissent des outils un peu spéciaux, vous ne savez pas, qui coûtent très cher, qui sont etc. Et donc, par réseau, vous allez pouvoir identifier des gens qui seraient susceptibles de venir vous aider. C'est un projet comme un autre. Et vous pouvez le mettre en route grâce au lancement d'un réseau. C'est un panier, et ce panier, il se remplit grâce aux membres du réseau. Il n'y a pas un panier qui est plein,
vous pouvez venir prendre ce dont vous avez besoin. Ça veut dire que vous devez contribuer. C'est parce que vous mettez quelque chose dans le panier que le voisin a quelque chose à prendre dans le panier, et vice-versa. Et c'est parce que vous mettez dans le panier que les gens vous identifient comme un contributeur, et que quand vous aurez besoin de quelque chose, ils accepteront de vous donner, même si ce n'est pas eux qui ont directement été les bénéficiaires de ce que vous avez apporté. Je ne sais pas s'il y a des jeunes là, qui utilisent ce nouveau site là, pour voyager, qui est gratuit. Je ne sais même plus comment il s'appelle ce site-là. Oui, ma fille fait ça. Un site, c'est pas Airbnb, parce que Airbnb c'est payant. Couchsurfing. Couchsurfing. Couchsurfing, c'est l'exemple type du réseau qui fonctionne comme ça. C'est un panier. C'est-à-dire que vous hébergez des gens gratuitement qui voyagent, vous êtes noté, et en fait, ça vous crée une espèce de crédit virtuel à être hébergé par d'autres, pas forcément ceux que vous avez hébergés. C'est exactement le principe général d'un réseau. Parce que vous êtes identifié comme un contributeur, et a fortiori comme un contributeur valable, quand vous allez faire appel au réseau pour un de vos besoins, le réseau va répondre. Mais si vous prenez dans le panier une fois, deux fois, trois fois, les gens voient prendre le panier, et puis quand vous demandez quelque chose, on dit mais celui-là, il a déjà fait quoi pour nous? Rien. Ça va s'essouffler et vous allez être mis à l'écart. Oui. Comment font les candidats juniors qui n'ont pas encore contribué? On va y venir. Parce que contribuer, il faut savoir ce que veut dire contribuer. Alors ici, contribuer, j'ai dit, c'est donner de l'information, mettre en relation, participer à l'animation, rendre service. Tout ce qui va te faire, qui va te rendre visible par les membres du réseau comme ayant participé. La contribution, ce n'est pas de l'argent, ça peut être du temps, de l'information, un service, ça peut être de l'autre. Mais il faut absolument contribuer. Dernière chose, chaque réseau a sa façon de fonctionner et a ses codes. Vous devez, pour chacun de ces réseaux, respecter le code du réseau. Adrien parlait tout à l'heure de costume-cravate. Si vous êtes dans le réseau dans lequel la norme c'était en costume-cravate, vous venez en costume-cravate. Il n'y a pas de « ouais, c'est bien d'être un peu différent ». Non, non, c'est pas bien d'être un peu différent. Dans un réseau, il y a des codes. Vous les respectez. Quand vous allez à votre match de handball, dans les vestiaires, vous ne serinez pas vos collègues avec votre week-end en équitation. Ils s'en fichent, même s'il y en a un ou deux qui en font. C'est pas ça leur truc, c'est le handball. Alors, vous restez dans le monde de ce réseau. Sinon, les gens vont dire, lui, il nous prend la tête avec ses trucs. Et vous allez tenir l'écart. Alors, les codes, ça peut être à la fois l'objet du réseau, ça peut être la façon de se tenir, de se parler, de se vêtir. Il peut y avoir des codes ici. De se vêtir. Il peut y avoir des codes. Il faut absolument la faire. Je vais vous donner maintenant 6 conseils, des tips, pour faire en sorte que votre façon d'agir dans le réseau fonctionne plutôt pas mal. 6 choses assez clés. La première, c'est informer votre réseau. Informer votre réseau, ça veut dire que votre réseau doit savoir qui vous êtes, où vous en êtes, pourquoi, et surtout savoir quels sont vos besoins. Quand je dis votre réseau doit le savoir, si on reprend le schéma de tout à l'heure, tous les membres du réseau ne peuvent pas le savoir. Mais vos membres clés qui vous permettent de grenouiller dans le réseau doivent être au courant. C'est encore plus critique quand vous cherchez un job. Si votre entourage ne sait pas que vous cherchez un job, il ne peut pas vous ramener d'infos
peuvent vous servir pour décrocher un job. Donc, c'est absolument crucial qu'une fois que vous avez identifié vos réseaux, vous leur donniez des informations. On va voir tout à l'heure le réseau projet spécifique et qui peut être utilisé évidemment pour la recherche d'emploi. Là, évidemment, là, ça va être une démarche calculée, raisonnée, etc. Mais de façon générale, votre réseau doit savoir où vous en êtes, évidemment, par rapport aux liens communs. C'est pour ça que si vous allez dans votre club de handball pour dire brut de fonderie, bon, eh bien écoutez, je cherche un job, ça ne va pas bien marcher. Par contre, quand vous allez créer votre réseau projet autour de votre recherche d'emploi, vous allez identifier des gens, peut-être une personne qui fait partie de votre club de handball, qui devront tous être au courant du fait que vous cherchez un job, parce qu'ils pourraient vous amener une info. Okay. Donc, extrêmement important, informer votre réseau en fonction, évidemment. Répondez aux sollicitations. Au début, vous en aurez peu. Plus vous êtes visible, plus vous en avez. Bon. Alors, il faut trouver un équilibre. Mais au début, vous ne devez rater absolument aucune sollicitation. Alors, j'entends bien, vous n'êtes pas à la disposition de tout le monde. Mais même s'il y a quelque chose qui vous empêche de répondre à une sollicitation, répondez, montrez-vous, exprimez le fait que vous auriez fait volontiers, mais que, de façon à ce que les gens vous laissent dans la case, lui, il participe. Ça peut être des choses diverses. On a demandé à Adrien de venir vous parler. Adrien est venu vous parler. Dans le réseau, en face de Adrien, il y a un tag. Ça, c'est fait. Ça m'a coûté un demi-RTT quand même. D'accord? Ça peut être en un service. Vous avez votre club d'échecs qui organise sa journée annuelle, et pour organiser sa journée annuelle, et bien, comme il n'est pas riche, il va appeler des bras parce qu'il va falloir monter les tables, faire une tarte pour emmener, ou une salade, et vous allez participer. C'est ça aussi, participer. Répondre aux sollicitations. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui pose une question à la volée. Le réseau Curie, ceux qui connaissent le réseau Curie, machin, eh bien, quand quelqu'un a une question, on va dire, est-ce que quelqu'un a déjà mis en application la loi Trucmuche, il envoie à l'ensemble du réseau, et puis ceux qui savent répondre, répondent, et sont identifiés comme contributeurs. Il faut absolument que vous preniez l'habitude d'être à l'écoute des demandes des autres. Et chaque fois que vous pouvez participer, vous allez participer. Et si vous ne pouvez pas participer directement, mais que vous connaissez quelqu'un qui peut participer, la chose. Je ne sais pas faire de tarte au citron. Je voulais absolument une tarte au citron. Je ne sais pas faire. Par contre, je connais quelqu'un qui sait faire des tartes au citron. J'ai contribué. Parce que j'ai couvert le besoin. Rien ne disait dans le besoin qu'on voulait une tarte au citron faite par Fabirama. On voulait une tarte au citron. Je ne sais pas la faire, je trouve quelqu'un qui sait la faire. J'ai contribué. Partagez l'information. Je ne parle pas d'informer sur votre situation. Vous avez une information qui peut intéresser le réseau ou qui peut intéresser un membre du réseau. Tiens, c'est marrant ce truc-là, me fait penser, ça fait suite à la discussion que j'ai eue avec un tel. Je lui envoie un petit message, disons, suite à notre discussion, j'ai trouvé cet article qui pourrait vous intéresser. Paf. Parfait. Ça vous a pris 10 secondes, il va recevoir ça, il va dire, ah, il est bien petit. L'autre sens de partager l'info, c'est de surtout pas retenir l'info.
Si on sait que vous aviez une info qui aurait pu servir à quelqu'un, et ce quelqu'un s'est trouvé dans la panade, et ensuite on s'est rendu compte que vous aviez l'info, bon là vous êtes grillé. Soyez reconnaissants. Personne n'est quand même obligé de répondre à vos sollicitations, à vos demandes. Donc quand quelqu'un le fait, c'est de façon bénévole, en tout cas dans la démarche réseau. Donc, vous devez lui être reconnaissant. Il ne s'agit pas d'être reconnaissant à vie et pendant les 50 ans qui suivent, venir tous les matins lui apporter des croissants, ce n'est pas ça l'idée. Il s'agit tout simplement, une fois que vous avez eu le service, l'info, d'exprimer le fait que vous êtes reconnaissant. Vous le croisez, vous le saluez, vous le remerciez. Vous savez que vous n'allez pas le croiser dans les 48 ou 72 heures. Vous envoyez un message. Quelqu'un vous a reçu dans une démarche réseau, puisqu'on va voir que aussi un grand truc de la démarche réseau, c'est se recevoir pour échanger des informations. Quelqu'un vous a reçu, et bien le lendemain, de votre bureau ou de chez vous, vous envoyez un message de remerciement. Les gens le font gratuitement. Si vous ne les remerciez pas, d'abord, ils vont être un petit peu frustrés, et puis ensuite, là le tag il est rouge. Il y a, ah, voilà quelqu'un qui, j'ai pris de mon temps, sur mon temps de travail, alors que je suis charrette, pour lui consacrer 1 heure, pour l'aider à construire son projet pédagogique, ou je ne sais pas trop quoi, et puis il part et il disparaît dans la nature. Alors ça, pour se griller, c'est le meilleur truc. Donc, remerciez et, by the way, profitez-en pour demander, même si il y a des chances que la réponse soit j'ai besoin de rien à l'instant présent, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que le fait qu'on parle à quelqu'un à un instant donné ne veut en aucun cas dire qu'à cet instant-là, il a un besoin auquel je puisse répondre. Donc, quand on va dire à quelqu'un « merci de m'avoir aidé, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi ?» 9 fois sur 10, il va dire « rien » tout de suite. Mais, c'est noté dans un coin. Donc, soyez reconnaissants. Et là, les 2 armes suprêmes du fonctionnement en réseau. D'abord, la mise en relation. Si vous êtes à l'écoute dans votre réseau, vous allez capter des informations qui vont se croiser 2 à 2, 3, d'accord? Généralement 2 à 2, c'est là que ça va plus vite. Vous avez capté un besoin d'un côté, une offre de l'autre. D'accord? Vous me demandez une offre au sens général du terme. Vous les mettez en relation. C'est ça c'est vraiment une chose essentielle dans un réseau. Quand on est dans un réseau, évidemment, à un instant donné, on va envoyer un signal en disant j'ai un besoin. On va discuter avec les gens qu'on connaît immédiatement. On va attendre d'eux qu'ils nous mettent en relation avec d'autres gens qui vont nous mettre en relation avec d'autres gens. Et petit à petit, par chance, peut-être, on va finir par trouver quelqu'un qui a la réponse à notre besoin. Mais ça peut aller beaucoup plus vite parce que quelqu'un a eu la bonne oreille et il a entendu l'offre un jour et il a entendu la réponse à cette offre. Il tilt, il les met en relation. Les 2 personnes, l'offreur et le demandeur, ont gagné un temps considérable et celui qui les a mis en relation, alors lui, il a 3 checks. C'est l'arme suprême. C'est le AOU, le fameux AOU. Créer des AOU. Ce qui veut dire je vous dois quelque chose. Dans les réponses aux sollicitations, il y a des choses qui sont des toutes petites choses, et il y en a qui sont plus importantes. Alors que ce soit par réponse à une sollicitation, que ce soit par une mise en relation, ou que ce soit à partir d'une autre initiative, vous allez de temps en temps avoir l'occasion de repérer les épines dans le pied des lions et que vous aidez
à retirer ces épines, vous créez un AOE. C'est l'arme suprême dans le fonctionnement du réseau. Et quand vous avez des AOE dans votre portefeuille, le jour où vous avez un besoin, vous regardez quels sont les noms en face de ces AOE, et s'il y en a un qui a la caractéristique qui correspond à votre besoin, vous envoyez un message, normalement, si c'est quelqu'un qui fonctionne comme il faut dans un réseau, il va répondre, il ne va pas dire « Ah ouais, bon, je le fais parce que je te dois un truc ». Non, il va le faire. C'est pas du chantage. Pas du tout ça. C'est simplement une reconnaissance mutuelle, un respect mutuel, et quand vous retirez une épine du pied, et que cette personne, 1 an après, 3 mois ou 5 ans après, a une épine dans le pied et vous dit « Je crois que tu pourrais m'aider », vous allez le faire. Vous allez le faire. Ben, les autres aussi. Donc n'hésitez pas à demander à des gens qui vous avez rendu service de vous rendre un service, pas forcément le même, simplement le fait d'être là pour aider à vous retirer une épine. C'est bon, vous voyez comment ça fonctionne? Tous les réseaux fonctionnent comme ça. Presque tous. Il y en a qui sont partis. Il y a des réseaux qui sont presque des sectes. Quand je dis presque des sectes, il y a des réseaux dans lesquels vous n'avez pas le droit de ne pas répondre à une sollicitation, sinon vous êtes grillé. Là, on a le droit de partir. On a le droit de ne pas répondre à une sollicitation, simplement on marque des points en réseau. Il y a des réseaux qui sont beaucoup plus fermés. J'appelle ça des sectes, mais ce n'est pas des vrais sectes. Mais bon. Ou dans lesquels vous n'avez pas le droit de ne pas répondre. Ce n'est pas de cela qu'on parle. La question des réseaux virtuels. Parce que dans réseau virtuel, il y a réseau, et donc tout le monde se dit, bon ben, est-ce que c'est un réseau? Dans les réseaux virtuels, il y a les réseaux de relations professionnelles, comme LinkedIn, ou de relations dites sociales, comme Facebook. Alors Twitter est entre les deux, rechercher de l'info. La question, c'est de savoir, est-ce que ce sont des réseaux au sens où on l'entend ici? Ben, la réponse, vous l'avez déjà. Ça dépend de la façon dont on s'en sert. Si sur Facebook, vous publiez la photo de vos vacances au bord de la plage et que vous n'attendez rien en retour, sauf à part des likes, vous n'avez pas fonctionné, vous n'avez pas utilisé ça en réseau. Par contre, il y a un groupe de Facebook qui est plongé en France. Il y a au sein de ce groupe une identité qui est le fait que tous les membres de ce groupe sont plongeurs et plongent en France, pas uniquement, mais en tout cas plongent en France. Donc, si je décide d'aller demain sur la presqu'île de Gien et je ne sais pas dans quel club aller, je pose la question à ce groupe. Les gens qui sont allés plonger à la presqu'île de Gien, ceux qui ont la caractéristique dont j'ai besoin, vont me répondre en me disant j'étais dans ce club-là, évite-le, j'étais dans ce club-là, il va bien. C'est ça, répondre aux sollicitations. Et donc, dans une espèce de truc informel dans lequel il y a plein de gens, ce n'est pas un réseau au sens où on l'entend. Par contre, si dans un sous-groupe, il y a des gens, encore une fois, et c'est essentiel, qui ont une caractéristique commune et qui se comportent, qui respectent les règles de cette caractéristique, ça veut dire que s'il y en a un qui poste une photo de ses vacances à Tahiti, il se fait jeter du groupe, parce que le groupe s'est plongé en France. D'accord? Respecter les codes du réseau. C'est donc l'utilisation que vous allez en faire au sein d'un sous-groupe qui a des caractéristiques communes, qui va faire que vous allez pouvoir considérer que c'est un réseau, vous l'avez identifié, aller chercher des informations et contribuer, tout en respectant les codes de la chose. Et donc, c'est un réseau. D'accord? Mais encore une fois, mettre la photo des vacances et avoir des likes, là vous n'avez pas un réseau.
venons-en à vous. Il y a un réseau particulier pour chacun de vous qui est votre réseau au sens où la caractéristique commune, c'est vous. Ce réseau, il faut que vous en ayez conscience, que vous l'activiez, que vous l'utilisiez quand vous en avez besoin. Et ce réseau, il est composé de gens, d'abord, qui font partie d'autres réseaux formels. Donc voilà, maintenant, on se connaît tous, donc vous faites partie de mon réseau perso. Ce qu'on va concrétiser éventuellement en mettant un lien sur LinkedIn, comme ça on peut se retrouver plus facilement. Mais à ce moment-là, LinkedIn, c'est un moyen juste de se retrouver plus facilement. Ça sert en fait d'agenda de répertoire, ça peut, mais même s'il y a des sous-groupes de LinkedIn qui vont dans ce sens. Mais à partir du moment où on est en relation directe, je vais considérer que, en plus d'être membre d'un réseau commun qui est la CEPI, je fais partie à titre personnel de votre réseau et vous faites partie à titre personnel de mon réseau. Bien, quand on se connaît, on peut se parler, je peux poser une question, etc. Mon réseau, titre personnel, c'est quelque chose d'extrêmement hétéroclite, si on regarde des caractéristiques habituelles, parce que le point commun, c'est moi, et qu'il suffit d'un point commun pour constituer un réseau. Donc, sur le reste, ça peut être hétéroclite. Donc, je vais mixer les relations directes que j'ai dans les réseaux existants, et je dis bien direct, c'est-à-dire les gens que je connais personnellement. Mon réseau perso, ce n'est pas l'ensemble de la CEPI. C'est les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai bu un verre de champagne ou une bière. D'accord ? Ça peut être dans vos réseaux informels que vous n'avez pas l'habitude d'identifier, des gens avec lesquels vous allez pouvoir échanger des informations. Dans votre cercle familial, si vous venez juste le dimanche vous retrouver autour du déjeuner, vous faites une grande bouffe tout à fait sympathique et vous repartez, bon, et vous avez discuté des sujets habituels, qu'est-ce qu'a dit le curé ce matin, t'as vu ce que Sarkozy a dit hier, machin, etc. Bon, ok. Mais, dans ces personnes-là, vous allez identifier des personnes avec qui vous allez avoir des relations plus particulières, où vous pouvez échanger sur des sujets, et où vous pouvez livrer un bout de vous, ou eux peuvent livrer un bout de eux, et donc ces gens avec qui vous allez pouvoir avoir des échanges de nature service rendu au sens contribution au réseau. Il faut identifier ces personnes-là. Et puis, les réseaux spécifiques à un projet que vous allez créer exprès pour ça. Évidemment, le projet qui vous intéresse aujourd'hui, c'est trouver un job. Alors, on va faire un focus sur le réseau spécifique à un projet, et puis essayer de voir, et là encore, attention, il va être quand même général à tout ce qui est projet, mais j'ai bien compris que vous avez une obsession aujourd'hui, c'est un job, donc on va essayer de dire comment ça peut fonctionner. Mon réseau projet. Cette boule, elle est rouge, c'est vous là. D'accord ? C'est un réseau. Dans les personnes, alors ce réseau, il est au départ, évidemment, j'ai dit, il est constitué de personnes que vous connaissez explicitement. Ça, c'est votre réseau personnel général. Pour un réseau projet, il va falloir constituer un réseau de personnes qui peuvent vous aider, au sens large du terme, sachant qu'au départ, vous ne les connaissez pas, vous ne les avez pas identifiées, vous ne savez même pas qu'elles existent, pour la plupart d'entre elles. Et c'est une méthode qui avait été mise au point, enfin décrite en tout cas, il y a quelques années, que j'avais utilisée en 91, pour être tout à fait exact, un job. Et celui qui décrivait le job disait « Comment trouver un job par relation quand on n'a pas de relation ?» Et en sous-titre, un petit paragraphe qui dit en substance qu'aujourd'hui vous allez envoyer 150 CV pour obtenir un entretien, et que là la méthode consiste à faire exactement le contraire. Vous allez faire 100 ou 150 entretiens,
et à la fin, vous allez envoyer un CV parce que la personne a décidé de vous recruter et qu'il faut un dossier administratif. Fort. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, comment ça marche? D'abord, règle de base. Dans ce réseau, même si entre nous, et personne ne sera dupe, vous cherchez un job, dans ce réseau, officiellement, dans votre discours, jamais vous cherchez un job. Vous cherchez de l'information pour construire votre projet professionnel. On est bien clair. Vous cherchez de l'information pour construire votre projet professionnel. Pourquoi? Parce que si vous allez voir quelqu'un, si je vous dis, ouais, ben, allez voir un tel de la part, et vous allez voir cette personne en disant, je viens, je cherche un job. Je vais dire, ah mais moi j'ai pas de job pour vous, là maintenant. Et donc déjà, quand il va comprendre que c'est un job que vous cherchez, il va essayer de ne pas vous recevoir. S'il s'en rend compte une fois que vous êtes déjà là, il va dire, pourquoi l'autre il me l'a envoyé? Pourquoi l'autre il me l'a envoyé? Est-ce que je lui ai dit que j'avais un job de disponible? Donc, vous êtes grillé, alors que c'est la boîte de votre rêve, et que si vous étiez arrivé par des pieds, il vous arrive quelque chose, et moi je suis grillé. Parce que vous allez dire que c'est Fabi Rama qui vous a envoyé, et on va dire, mais Fabi Rama, il n'a pas dormi la nuit d'avant, ou c'est quoi son truc? Bon. Votre projet, quoi que vous en pensiez, il n'est pas encore parfait dans votre tête. Donc, quand vous dites que vous allez construire un réseau pour affiner votre projet, vous ne mentez pas. C'est extrêmement important de ne pas mentir. Parce que quand on est en face de quelqu'un et qu'on dit quelque chose, quand on ment, qu'on ne ment pas, on n'a pas la même attitude, on n'a pas le même niveau de stress, on n'est pas, etc., etc. Donc, déjà, c'est important. Mais il faut que vous le sachiez, pas seulement pour être à l'aise et pas être stressé, mais parce que je vous le dis tout de go, votre projet, il n'est pas certain. Alors, vous faites le CEPI, alors vous allez me dire, moi, je sais ce que je veux être juriste pays dans un cabinet de taille moyenne à Paris. Ok, votre projet, il est à peu près clair. Bon, mais dans un an, vous n'avez pas trouvé le job dans un cabinet de taille moyenne à Paris. Qu'est-ce que vous faites? Bon, ben, je vais chercher dans un taille moyenne à Lyon. Ou j'ai changé de taille. Ou, tiens, peut-être pas un cabinet, peut-être une entreprise. Non, c'est pas comme ça. Pour savoir ce que vous avez vraiment envie de faire, on reviendra sur l'importance de choisir quelque chose. Il faut que vous ayez challengé votre propre projet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ou ne pas avoir une idée de ce que vous avez envie de faire. C'est extrêmement important d'aller discuter avec des gens pour vérifier la pertinence de ce que vous avez comme projet. Quand vous allez discuter avec quelqu'un de la pertinence du projet, alors là, ça change tout. Parce que quand vous appelez quelqu'un en disant « Je suis en train de construire mon projet professionnel et il m'a semblé que vos compétences pourraient m'aider à réfléchir. » Alors là, c'est « Ah mais bien sûr. Mais quand est-ce que vous passez ?» C'est ça. Parce que quand vous sollicitez quelqu'un pour conforter votre projet, ça veut dire que vous le sollicitez pour ses compétences. Que vous le disiez ou non, vous le flattez. Et quand vous flattez quelqu'un, il vous reçoit. C'est tout bête. Il vous reçoit parce qu'il se sent flatté, et puis il va se sentir une espèce de paternalisme de bon aloi. Hein. Et il va vous donner des conseils, il va vous donner de l'info, et vous allez... Ça ne veut plus rien dire. Vous allez faire quatre choses et entre autres info, le fonctionnement du réseau qui va construire. Ah oui, c'est ça qui est en carafe. Ok.
on va faire ça à l'ancienne. Il y a dans ces gens-là quelqu'un qui a un besoin auquel vous correspondez. C'est le postulat. Cette personne, c'est, je ne sais pas, celui-là. Vous ne savez pas qu'il existe et vous ne savez pas qu'il a un besoin. Toute l'affaire va consister à l'identifier et à ce qu'il vous identifie, ce qui est encore beaucoup plus important. Et donc, vous allez voir un certain nombre de personnes dites de rang 1, votre cercle de rang 1, des gens autour de vous, à qui vous allez dire « Je viens vous voir, je viens te voir pour te parler de mon projet, pour que tu m'aides à construire mon projet professionnel, pour que tu me challenges, que tu me donnes des infos, que tu me donnes des pistes, et à la fin, que tu me donnes 2-3 noms de personnes avec qui je pourrais continuer cette discussion. » Ok? Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec des gens qui vous auront parlé, et puis qui vont vous donner des noms de gens que vous allez rencontrer, qui vont être des gens de rang 2, qui vont vous donner des noms. Et de fil en aiguille, vous allez fatalement tomber sur ce bonhomme qui a un besoin auquel vous correspondez. Statistiquement, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si les stats ont changé, c'est 5 niveaux, 8 mois. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit « J'ai un besoin, ça serait bien que vous veniez travailler pour moi. » D'accord? J'ai eu la chance de tomber pile dans les stats quand je l'ai fait. 8 mois, 5 niveaux. Donc j'ai validé le concept. Alors je ne sais pas maintenant. Vu mon grand âge, maintenant c'est peut-être 12 mois ou 6 mois, je ne sais pas comment les choses ont évolué, mais ça marche. Cette personne, quand vous l'avez identifiée, vous correspondez à ce besoin plus ou moins. Plus ou moins. Mais ce plus ou moins, parce que vous l'avez identifié à travers un réseau, que vous êtes arrivé auprès de cette personne par recommandation de quelqu'un qui le connaissait et qui est apprécié par cette personne, vous avez déjà un plus. Et parce que vous êtes en face de cette personne sans être dans une demande de façon explicite, il va pouvoir juger de vos capacités à répondre à son besoin de façon claire, distanciée, et dire « je vais éventuellement moduler mon besoin parce que j'ai envie de travailler avec cette personne autant que de remplir mon besoin. » Tandis que si vous envoyez votre CV une offre, le recruteur, il ne prend pas de risque. Si vous n'êtes pas 100% dans ce qui est écrit, vous êtes dégagé. Et de toute façon, vous êtes 70 à répondre, alors que là, le gars, dans sa tête, il était en train de réfléchir, il n'avait pas encore décidé d'embaucher. Mais paf, vous arrivez là. Bingo. D'accord? Quelques règles. Donc, objectif, rechercher l'info et challenger la pertinence de votre projet. Objectif, pas secondaire, mais moins affiché, c'est en tout cas, enfin, solliciter d'autres candidats. Je le répète, je l'ai souligné. Ne demandez jamais un job. Jamais. Remercier, je l'ai déjà dit. Et là, encore plus que dans les démarches réseau plus ou moins classiques, parce que là, vous avez un but à régler, et la personne qui vous a reçu, cette fois-ci, vous a effectivement reçu, appris de son temps, et l'a fait en ayant conscience de vous rendre service en faisant ça. Donc, votre obligation de remerciement est encore plus forte. Quand vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aidé à construire votre projet professionnel, quand vous avancez dans ce projet, surtout quand vous aboutissez dans ce projet, vous devez tenir informé de personnes. J'ai appris pour vous. Et je voulais encore vous remercier. Vous remercier 2 fois, juste après l'entretien. Et
au moins 2 fois, une fois quand vous avez abouti, tous les gens que vous avez rencontrés, tac, vous les reversez en les tenant en main. D'accord? Osez. Vous allez vous dire, ah mais moi je ne peux pas aller voir quelqu'un et lui demander quelque chose comme ça. Posez-vous la question à l'inverse. Si quelqu'un vous sollicite pour vous demander 1 heure de votre temps, pour challenger son projet, est-ce que vous allez le faire? Oui. Il n'y a aucune raison que les autres ne le fassent pas. D'abord, je vous le dis parce que ça fait leur ego, et en plus, parce qu'ils n'ont aucune raison, aucune vraie raison, qui n'a rien à voir avec un entretien d'embauche. Osez, vous allez voir, vous allez être surpris. Vous allez être surpris de la bienveillance des gens à répondre à ce type de sollicitation. C'est extrêmement étonnant. Il faut s'en servir. Je vais... Oui, c'est exprès. Ouais. Je vais finir par des conseils qui sont plus généraux, qui vont au-delà des réseaux, mais que j'avais envie de donner aux jeunes qui démarrent, surtout aux jeunes qui démarrent, et aux moins jeunes. Donc certains s'appliquent aussi au réseau, mais qui sont plus généraux pour la gestion de votre carrière, si je peux me permettre. D'abord, la mauvaise nouvelle. On ne vous doit rien. Vous êtes des gens brillants, pas tous, mais certains d'entre vous, de familles plus ou moins aisées, peut-être même enfants uniques, et donc vous avez l'habitude d'avoir les choses au seul motif que vous les avez désirées. C'est fini. C'est fini. Là, on rentre dans la vraie vie. C'est fini. Donc, vous n'aurez que les choses que vous irez chercher en vous battant pour les avoir. Ok? Point 1. Point 2. Think out of the box. J'ai fait un master en PI, donc il est logique que je sois juriste PI dans un cabinet de taille moyenne à Paris. Non. Et quand vous allez faire votre démarche réseau, vous allez entendre des gens vous dire des choses qui ne correspondent pas à l'idée que vous faisiez du métier que vous allez faire. Parce que quelqu'un va vous dire, mais la façon dont tu es, c'est pas dans un cabinet qu'il faut que tu ailles, c'est dans une entreprise. Et même une start-up, parce que tu es plus un entrepreneur qu'autre chose. Quelqu'un qui va dire, mais bon, écoute, tu as fait du droit, mais bon, tout à fait entre nous. Ton truc, c'est le management, c'est pas le droit en tant que tel. Ou ton truc, c'est le handball. Oublie cette histoire de droit. Ok, ça fera plaisir à papa, oui, mais c'est pas ton truc. Je veux dire, il est complètement débile, je peux pas faire ça, etc. Et acceptez toutes ces idées. Quand on vous donne une idée, vous avez le droit de ne pas la suivre, mais vous n'avez pas le droit de l'éliminer tout de suite. D'accord? Vous n'avez le droit de l'éliminer que quand vous avez vous-même challengé cette idée. Ça vaut pour vos réflexions habituelles, quelles que soient les réflexions dans votre vie, et ça vaut aussi pour votre recherche d'emploi. Vous allez vous casser la figure. Vous allez avoir plusieurs métiers, vous allez avoir plusieurs boîtes, et vous allez avoir des choses qui ne marchent pas. Hein? Alors, dans la culture française, l'échec est quelque chose qui est vécu comme une faute, c'est répréhensible, et puis ça vous fait vous déconsidérer. Non. L'échec, fail, n'est qu'un moyen d'apprendre. Je vais vous donner une illustration. Il y a des financiers qui font du capital à risque aux États-Unis. Quand vous montez une start-up, que vous allez les voir en disant « j'ai besoin d'argent pour ma start-up », ils vous disent « est-ce que tu as déjà planté une start-up » Non, eh bien tu reviendras quand ça sera fait.
D'accord? C'est tout, pas d'autres commentaires. Donc, quand vous cassez la figure, vous recommencez. Souvenez-vous, ce n'est pas ce qui vous arrive qui est important, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Vous cassez la figure, vous relevez, vous essayez. Vous recassez la figure, vous relevez, vous essayez. Le succès est au bout de plusieurs échecs. Donc, un échec, c'est pas comme la loi française dit j'ai monté une boîte, elle a fait faillite, j'ai pu remonter une boîte pendant 15 ans. C'est atterrant. Le fait de s'être planté donne des armes pour faire mieux la prochaine fois. Évidemment, ça nécessite une certaine humilité, que vous reconnaissiez que vous avez besoin des autres, que vous avez besoin d'apprendre, que vous pouvez vous planter, et qu'il faut se battre pour y arriver. D'accord? Donc, je n'insiste pas plus là-dessus, mais quel que soit votre niveau dans votre job, à quelques moments de votre carrière professionnelle, vous avez toujours à apprendre, vous avez toujours besoin des autres. Et donc, si vous n'êtes pas suffisamment humble pour le reconnaître et le vivre comme ça, eh bien, vous allez vous retrouver tout seul dans votre entreprise. Okay? Les deux choses les plus importantes. Première, soyez ce que vous voulez devenir. Non, soyez ce que vous voulez devenir. Agissez comme si vous étiez déjà dans la position de ce que vous voulez faire. Ça veut dire, tu te rappelles ce que je t'ai dit quand tu es arrivé? Voilà, j'ai dit tellement de choses, je suis pas mal. Quand Baptiste est arrivé en stage, je lui ai dit ce que j'ai dit à tous les stagiaires. Si tu te comportes comme un stagiaire, tu seras traité comme un stagiaire. Si tu te comportes comme un juriste, tu seras traité comme un juriste. D'accord? Donc, comportez-vous comme les gens que vous voulez atteindre. Ça marche aussi pour les réseaux. Si vous voulez devenir un membre influent du LIS et que quand vous allez aux réunions du LIS, vous contentez d'aller trinquer avec ceux que vous avez identifiés comme étant des stagiaires comme vous resterez stagiaire dans l'esprit du LIS. Allez vers les gens qui correspondent à ce que vous voulez être. Comportez-vous comme les gens qui sont ce que vous voulez être. Vous serez automatiquement identifié par eux comme faisant partie de leur milieu et vous serez sollicité en tant que tel. Et c'est ça qui va vous faire grandir. Et à chaque étage, vous comportez comme l'étage d'au-dessus et un jour, l'étage d'au-dessus prend acte du fait que vous êtes des leurs et vous intègre à l'étage d'au-dessus. C'est comme ça qu'on compte. Faites-vous plaisir. Je dis toujours que la vie est courte, mais je peux vous garantir que si vous travaillez dans votre travail, c'est très long. 40 ans, 42, 45 peut-être pour vous, d'un boulot qui vous... Okay? C'est très long. Vous serez malheureux si vous faites un job qui ne correspond pas à ce que vous aimez. Je ne vous ai pas dit d'apprendre à aimer le job que vous faites. Je vous dis de faire ce que vous aimez. Trouvez un job qui correspond à ce que vous aimez. C'est pour ça que vous faire challenger dans une démarche réseau pour savoir qui vous êtes, ce que vous avez vraiment envie de faire et trouver quelque chose qui vous correspond, c'est la chose la plus importante de votre vie. Parce que vous allez passer 8, 10, 12 heures par jour pendant 45 ans. C'est la chose la plus importante de votre vie. À part évidemment vous marier, faire des enfants, blablabla, etc. D'accord? Faites-vous plaisir. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie si ce que vous faites, ne vous plaît pas. Et donc je le redis, n'apprenez pas à aimer ce que vous faites,
mais trouvez quelque chose qui correspond à ce que vous aimez. Ok? Et comme j'adore les dictons, je vais finir par, de tous les dictons, mon préféré entre tous. Ce n'est pas le puits qui est trop profond, c'est la corde qui est trop courte. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes les excuses que vous pouvez trouver pour expliquer vos échecs, du style « ouais, c'est la faute à machin »,« ouais, il n'y avait pas assez de trucs »,« c'était pas assez », non. Ça peut être des facteurs, mais vous êtes aussi un facteur. Si ça n'a pas marché, une des raisons au moins, c'est que vous n'avez pas mis les moyens qu'il fallait. La bonne nouvelle, c'est qu'on y arrive dès qu'on met les moyens. Alors vous allez attacher plusieurs cordes. Vous allez descendre en rappel s'il faut. Mais vous allez aller faire le truc qui est au fond du puits, parce que vous allez lui donner les moyens de le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, il y a assez de cordes sur le marché pour descendre là. Alors vous allez le faire, et au bout